Monsieur Emmanuel Renaud, directeur territorial de l'ADAPT dans le Grand Est, de rejoindre la tribune, ainsi que les intervenants de la prochaine table ronde, à savoir Monsieur Grappin, Madame Scherer, Monsieur Heurter, Monsieur Briand et Monsieur Daramé. Je vous en prie, venez prendre place ici, après avoir vu les questions d'autonomisation dans cette première table ronde de l'après-midi. Ce qui va nous occuper maintenant, dans cette deuxième table ronde, ce sont les questions de formation et d'accompagnement. Pour cela, à travers cette table ronde qui sera animée par Monsieur Renaud, nous aurons différentes approches, différents projets, des témoignages aussi qui vous seront proposés sur ces questions-là. Je laisse prendre place et démarrer cette deuxième table ronde de l'après-midi. Merci. Je vais en savoir un peu plus. Très bien. Bien. Bien, bonjour à tous. On est un petit peu en retard, mais on va essayer d'accélérer. Alors tout d'abord, un petit message de Dominique Ledouce pour nous réveiller. L'ADAPT est une association. Si vous voulez, vous pouvez adhérer à l'association. Il n'y a pas de bulletin d'adhésion dans les petites pochettes, donc vous allez voir le monsieur qui est là-haut et qui nous fait coucou. Voilà, on peut l'applaudir. Très bien. Donc on va y aller en essayant d'être concis, mais sans prendre du temps sur notre table ronde. Nous allons accueillir Pierre Horter, qui est, comme Madame Bronstein, un régional de l'ETAP, qui a créé un modèle économique assez original sur Strasbourg et en Alsace. Et il va nous expliquer un petit peu tout ça avec les besoins en termes de formation et de personnes en situation de handicap en formation qu'il a pu accompagner. Nous allons accueillir aussi Monsieur Briand, qui est à l'origine de la création aussi sur Strasbourg, en Alsace, du réseau Sarah, qui accompagne des apprentis. Donc, il va nous expliquer, je ne vais pas en dire de trop. Nous allons accueillir Monsieur Grappin, Tremplin France, qui est une fédération d'entreprises qui met en relation des étudiants avec les entreprises. Et puis, nous terminerons par Madame Scherer, je ne me trompe pas, qui est allemande, si je crois, qui travaille en France et qui va nous parler en anglais. C'est ça, très bien. Ça aussi, une originalité pour nous maintenir actifs. Alors, je sais que ce n'est pas facile. On va commencer avec Karamba Daramé. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà, il faut s'avancer et bien parler fort parce qu'on ne nous entend pas trop. Donc, Karamba, on vous connaît puisque vous étiez dans les petits films de l'ADAPT sur les jeunes, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Depuis l'année dernière? Oui. Ah, ça va peut-être être mieux. Non? Non, c'était pour... D'accord. Donc vous avez quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans. Et on souhaitait vous associer à cette table ronde pour que vous nous expliquiez un petit peu où est-ce que vous en étiez là actuellement, puisque vous avez une formation. Vous avez fait quoi comme formation? J'ai obtenu mon baccalauréat système électronique numérique. Donc c'est un baccalauréat professionnel dans un lycée public. Et donc c'est une formation qui dure 3 ans. Et puis depuis que j'ai obtenu mon baccalauréat, je suis à la recherche d'une entreprise pour faire une formation en alternance. C'est une formation qui n'est pas reconnue par l'éducation nationale et qui a un diplôme qui est l'équivalent d'un bac+2, donc un BTS. Et l'intitulé du diplôme, c'est un technicien supérieur en maintenance informatique et réseau. Alors, juste pour situer très rapidement une dernière question, si ça ne vous embête pas. Pourquoi une formation en alternance? Pourquoi c'est important pour vous que cette formation soit en alternance?
Pourquoi en alternance? Parce que il y a une partie de l'apprentissage, de la formation à l'école, donc c'est de la théorie, et l'autre partie qui est de la pratique. Et là, c'est en entreprise, en atelier, où on apprend un peu plus le métier. Et ça nous permet aussi de nous familiariser et de rentrer plus facilement dans le monde du travail à la sortie des études. D'accord, très bien. Merci. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier? Travailler dans la maintenance informatique et les réseaux, tout ce qui est parc informatique. Donc s'il y a des employeurs ici, n'hésitez pas à vous manifester auprès directement de Karamba. Merci Karamba. Merci. Alors Pierre, on peut s'appeler par nos prénoms, hein, j'ai appelé le premier intervenant. Pierre, donc moi quand je vous ai rencontré la première fois, vous m'avez parlé d'une logique économique inversée. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Oui, je ne sais pas trop si c'est une logique économique inversée, c'est en tout cas une réflexion en matière de formation qui, elle, est inversée. La main verte que je préside, qui va fêter dans 3-4 jours ses 20 ans d'existence, c'est une association qui est composée d'agriculteurs et qui est composée d'associations ou de personnes qui ont pour vocation de soutenir les personnes en situation de handicap. Et donc cette association est née il y a 20 ans dans une logique d'un besoin économique sur un territoire. Cette logique économique, c'était qu'il y avait des gros besoins de main-d'œuvre dans la viticulture, dans l'agriculture, dans le maraîchage, entre autres. Et ce besoin de main-d'œuvre ne trouvait pas de solution pérenne en matière de salariés. Les quelques agriculteurs que nous étions ont essayé de chercher à trouver des salariés par le biais de groupements d'employeurs, par d'autres biais, mais les travaux saisonniers qui se succédaient, même transformés en CDI, n'attiraient pas nécessairement les foules. Et malgré un travail extraordinaire qui avait été fait par l'Agence pour l'emploi, on n'a pas trouvé nécessairement des salariés qui étaient prêts à rentrer dans nos domaines d'activité. Bon, peut-être le fait d'avoir un territoire qui, à l'époque, touchait 2% de demandeurs d'emploi aidait en ce sens. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, les personnes qui souhaitaient réellement entrer en emploi trouvaient très facilement dans l'industrie et dans le tertiaire. Et c'est là que, à force de chercher, on a fait une rencontre absolument fantastique avec une association de parents d'enfants handicapés, l'ADAPI du Bas-Rhin, qui avait un projet titanesque qui visait de sortir une 50aine de personnes de leur CAT d'alors pour aller vers ce qu'on appelait le milieu ordinaire. Ce projet, on l'a croisé avec des associations qui pratiquaient l'ingénierie. On a croisé cette double demande, puisque c'était sur un territoire, une double demande, des besoins de main-d'œuvre et d'un autre côté, des besoins et des envies d'aller vers le milieu ordinaire, de partager la vie de tout le monde pour les travailleurs en situation de handicap. Et en articulant avec ces ingénieurs du socio-professionnel, en jouant avec des lycées agricoles qui étaient prêts à rentrer dans nos démarches. Il fallait en trouver il y a 20 ans. L'inclusion, c'était pas une évidence du tout. Ça l'est peut-être pas toujours aujourd'hui, mais il y a 20 ans, c'était le directeur qui a accepté ce schéma-là n'était pas nécessairement considéré par ses confrères comme étant tout à fait sain d'esprit. Je tiens à le dire. Mais le pari a réussi, la mayonnaise a prise, nous avons créé un conseil d'administration
pour conduire le projet à terme. Et ce conseil d'administration est toujours composé il y a toujours les mêmes composantes, celle de la formation, celle du besoin économique et celle du soutien aux personnes en situation de handicap. Et voilà, ça nous fait, j'entendais parler tout à l'heure du triangle par M. Gallard. On est aussi dans une situation de triangulation, un triangle tout à fait équilatéral qui me paraît essentiel pour que l'équilibre au profit de la personne en situation de handicap au sein de son parcours soit vraiment, que ce soit la personne en situation de handicap, qui soit vraiment au centre de ce triangle équilatéral et que tout est fait pour son équilibre. Les situations, peut-être au début, on a essayé de répondre à un besoin sur le territoire. On a répondu à ce besoin. On s'est rapidement rendu compte que les personnes que nous avions embauchées, qui étaient entrées dans des CDI, qui adhéraient à la convention collective de l'agriculture, à un moment donné, ces personnes, au bout de 2 ans, 3 ans, entraient aussi dans une situation, à force de répéter, d'ennui. Et il n'y avait pas de raison que l'ennui les prennent moins que d'autres travailleurs de l'agriculture. La conclusion de tout ça, c'est qu'on a été forcés, nous, dans la gouvernance, de proposer des formations complémentaires tout au long de l'année agricole. Et ces formations complémentaires, au début, elles étaient tout à fait professionnalisantes. Et là, quelques années plus tard, on se retrouve dans une situation où on se dit, effectivement, la reconnaissance de l'individu est importante, la reconnaissance professionnelle de l'individu est importante aussi. Mais si en plus, avec tous les progrès que nos bénéficiaires, nos salariés ont pu faire, il faudrait tenter le pari de la reconnaissance sociale, c'est-à-dire les faire passer, alors qu'ils étaient illettrés, pour la plupart, qu'ils avaient des gros problèmes d'apprentissage au départ encore. On s'était dit qu'il était intéressant de rentrer dans une autre dynamique, celle de la reconnaissance, et de tenter de faire passer les premiers niveaux de diplôme qui existaient chez nous. Ça n'a pas été, donc c'était le CAP ou le CQP. À partir de là, voilà, ça n'a sans doute rien d'exceptionnel. On se rend compte que certains d'entre eux ont les compétences et les capacités qui permettent de rentrer dans ces diplômes et de les passer, de les valider, de les certifier. Et d'autres, on s'est rendu compte, auraient certainement les capacités de les valider, mais la forme de l'examen, les attentes des jurys n'étaient peut-être pas à la mesure de valider ces capacités. Et ce qui s'est passé alors, c'est qu'on a essayé de réfléchir avec le ministère de l'Agriculture à une autre forme de validation de capacités. Garder de façon absolue et une façon quasi obsessionnelle de viser le droit commun, et c'est important qu'on vise ce droit commun, que le CAP, le CQP ne soit pas un niveau d'exigence détérioré parce que ce sont des personnes qui sont au départ en situation d'illettrisme. Non, le CAP ne doit pas être dégradé et dévalorisé. Le CAP doit être atteint d'une autre manière. C'était notre idée. On est allé le présenter à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche. Et il y a aujourd'hui, ça reste quelque peu expérimental, mais il y a aujourd'hui la possibilité de passer des CAP qu'on appelle aujourd'hui des CAPA entreprises, où l'entreprise joue un rôle important dans la formation et dans l'acquisition des compétences. Donc vous parliez d'alternance tout à l'heure. C'est une alternance c'est une alternance très très forte, puisque je crois que pour passer le CAP, il n'y a que 50 journées qui se passent en centre sur 2 années de scolarité. Et donc les maths, ma foi, on les traite dans une vigne. Là, la question de la proportionnalité, on peut la traiter dans une parcelle de vigne quand on fait un arrachage de feuilles pour toucher
pour essayer d'évaluer et de certifier cette capacité bien précise. Et au fur et à mesure, ben voilà, on s'est rendu compte qu'il existait des situations significatives, et les chercheurs du ministère de l'Agriculture se penchent encore dessus aujourd'hui, et ces situations significatives de travail permettent de valider un grand nombre de capacités tout en étant sur le lieu de travail. Et donc aujourd'hui, les chercheurs relient ces capacités à une compétence existante. Ils relient la mesure des savoirs dans les savoir-faire. Et quand on a dit ça, on peut se dire, ben voilà, une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est parti au ministère de l'Agriculture de la main verte, c'est vrai, mais je suis aujourd'hui certain que d'autres entreprises pratiquent cela et ont droit au même label que nous autres, qui est un label d'entreprise apprenante. Très bien, Pierre, merci. Merci. Alors, ils se connaissent, donc la transition va être assez facile. Donc, je vais passer la parole à Norbert, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'est le réseau SARA. Je mets le micro. C'est bon ? Donc SARA, c'est le service d'accompagnement régional des apprentis handicapés. On trouve ça plus joli qu'un autre sigle. C'est plus facile à mémoriser. Pour des adolescents, c'est moins stigmatisant d'aller à une séance SARA qu'aller dans un truc où le mot handicap apparaît clairement. Parce que moi, j'ai retenu en particulier dans tout ce qui s'est dit aujourd'hui, ce qui était très riche, j'ai bien aimé tous les passages, toutes les interventions sur la construction identitaire. Parce qu'on travaille sur des adolescents qui sont en train en développement de leur autonomie, puisqu'on a aussi beaucoup utilisé ce mot-là, que j'aime pas beaucoup personnellement, parce que c'est vrai que c'est un mot valise et qu'on y met un peu ce qu'on y veut. J'aime pas non plus le mot motivation, j'aime pas beaucoup le mot initiative, il y a des mots que j'aime pas beaucoup, parce que je trouve que c'est des mots qui sont... disons qu'on juge, on catégorise, on classe, et on n'y met pas forcément les mêmes choses les uns et les autres. Donc, je préfère qu'on explicite plutôt qu'on utilise ces termes en termes d'évaluation. Donc, SARA, c'est né d'une volonté conjointe de l'AGFIP, qui est un organisme mutualisateur, pour ceux qui ne connaissent pas l'AGFIP, qui récupère les fonds des entreprises qui n'ont pas leur quota de travailleurs handicapés, et de la région Alsace, puisque l'Alsace est traditionnellement une terre d'apprentissage. C'est peut-être lié aussi à la proximité avec l'Allemagne. C'est le bassin rhénan et c'est des habitudes anciennes. C'est aussi une terre de PME, d'artisans, voilà. Donc c'était quand même un endroit favorable pour développer l'apprentissage, et ça marche assez bien, l'apprentissage en Alsace, malgré la crise encore. Et donc le choix, c'était de développer l'apprentissage chez les jeunes en situation de handicap, parce qu'il est clair que ce qui freine l'accès à l'emploi et la surreprésentation au niveau du chômage et la difficulté à sortir du milieu protégé, c'est la sous-qualification plus que le handicap. Et ça a été souvent soulevé et c'est bien réel. Il existe tous les modes de compensation possibles pour tous les types de handicap possibles, ou à peu près, mais la sous-qualification, on ne peut pas, face aux demandes des entreprises, aux demandes des... Voilà, on ne peut pas compenser sans formation. Donc voilà, ça fait 10 ans qu'on travaille. Notre mission, elle est triple. On est toujours dans ce système de triangulation. C'est-à-dire qu'on va intervenir aussi bien auprès du jeune, de sa famille, donc là par rapport au projet du jeune, de sa faisabilité, des débouchés professionnels aussi, parce qu'on n'oublie pas que même former une personne handicapée reste handicapée, et qu'un CAP petite enfance trouvera rarement du boulot dans une crèche, du fait du handicap, et tout simplement. Donc les débouchés professionnels, les capacités du jeune, les limitations liées au handicap ou les besoins en compensation. Donc une fois qu'on a vérifié que tout ça c'était possible, on ne fait pas tout seul, on travaille en réseau avec des partenaires qui sont beaucoup plus compétents que nous pour tout ça. On essaie de créer autour du jeune un petit réseau, pas beaucoup, quelques personnes ressources. Il ne s'agit pas de multiplier les intervenants, mais de trouver les bons intervenants pour intervenir aussi bien sur le plan pédagogique
Et là, on a mis en place dans tous les centres de formation d'apprentis d'Alsace des référents SARA, référents handicap si vous voulez, mais on les appelle référents SARA, c'est plus cool aussi. Et donc ce sont des enseignants, des chargés de vie scolaire, des directeurs adjoints, un peu n'importe qui, c'est sur la base du volontariat. Mais la charte est toujours la même, c'est-à-dire qu'ils doivent servir de courroie de transmission entre eux et nous. On évalue ensemble les besoins des jeunes en termes de compensation. On leur transmet les informations nécessaires et avec l'accord des jeunes et des familles aussi par rapport au handicap et aux risques, aux prises de risques, aux bonnes pratiques ou aux bonnes réactions. Je pense aux crises d'épilepsie par exemple, qui souvent sont un frein par rapport à un centre de formation ou par rapport à un employeur. Et on va accompagner ces jeunes, donc on a dit le centre de formation, la famille, mais aussi l'entreprise. On a des chargés d'intégration en entreprise qui vont doubler les professeurs des CFA chargés du suivi en entreprise, qui vont multiplier les visites en entreprise et qui vont aider les tuteurs à s'adapter aux difficultés spécifiques de chaque jeune. Et on va leur amener les informations nécessaires aussi pour une meilleure prise en charge et pour lever aussi toutes ces représentations, dédramatiser le handicap, lever les représentations par rapport aux capacités, par rapport j'ai entendu aussi parler de l'évolution des personnes handicapées. On est sur du passage de l'enfance à l'âge adulte, hein, puisqu'on a un contrat de travail, on a une responsabilité, ils en sont totalement conscients, c'est leur projet, ils se le sont appropriés. On vérifie aussi que le projet est leur projet et non pas un projet contraint ou celui des parents. Et ensuite, donc, on va venir à la demande, en fait. On me l'a dit hier et finalement, j'ai un peu tiqué quand on me l'a dit, mais finalement c'est juste, on est un outil. On est un service, on est un outil au service des personnes et les personnes, en fonction de leur capacité, de leur autonomie, de leur demande, vont nous utiliser pour résoudre. Souvent, c'est des problèmes administratifs, c'est des problèmes pédagogiques, c'est des aménagements au niveau des conditions d'études. On a assez peu, mais on le fait aussi fréquemment, à intervenir sur les adaptations de postes de travail, sur les aides humaines, les aides techniques qu'on peut mettre en place. Voilà, donc on a créé au niveau alsacien, et ça marche bien parce que c'est un petit territoire de 2 départements, que les acteurs se connaissent, qu'on a aussi au niveau des acteurs économiques, on a des partenariats assez forts avec les chambres consulaires, avec la chambre d'agriculture également, avec les syndicats professionnels, avec des grosses entreprises qui ont aussi des missions handicap, qui ont des missions diversité et qui commencent à connaître notre service et à nous adresser leurs demandes directement. Vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, on fait du travail de dentelle, quoi. Je veux dire, on a une mission principale qui est l'accompagnement, mais il va être différent en fonction de chaque problématique, de chaque parcours antérieur du jeune, de la situation sociale aussi, la situation géographique, des capacités à bouger. Donc, on va aussi intervenir sur, par exemple, l'accès au permis de conduire, hein, avec des associations qui travaillent sur le développement de la mobilité des jeunes. On a mis en place des actions spécifiques pour les jeunes en situation de handicap. Enfin, on est en train, je sais, il y a beaucoup de choses qui se font, mais on va travailler aussi bien sur les besoins du jeune que sur l'adaptation de l'environnement pour l'accueil de ce jeune. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, on a des taux de réussite qui ne sont pas mauvais. On a à peu près 80% de réussite, quel que soit le niveau d'examen. On a une représentation au niveau des niveaux d'études, c'est-à-dire niveau 5, CAP, BEP, niveau 4, bac, etc., qui sont équivalents à ceux des autres apprentis. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des licences pro, des masters, et qu'on travaille de plus en plus avec la mission handicap de l'université, qui font un travail remarquable. Je regrette qu'ils ne soient pas là aujourd'hui parce qu'ils auraient pu témoigner d'un excellent travail. Et on arrive à un taux d'insertion qui n'est pas trop mauvais. Là où on est frustré, c'est qu'effectivement, les opérateurs d'insertion, ce n'est pas nous. Nous, on sait quel est le taux d'emploi à l'issue de l'apprentissage. Il est entre 15 et 20% selon les années. Mais on ne sait pas quel est le devenir, puisque là, il y a d'autres opérateurs qui sont financés par la GFIP également et qui sont... il ne faut pas faire double emploi. Donc, on perd de vue ces jeunes, sauf quand ils reviennent nous voir ou qu'ils repassent par des missions locales ou des pôles emploi, parce qu'ils sont en galère pour trouver un emploi. Mais c'est vrai que là, on est frustré, et là, on se pose la question, quand on voit revenir ces jeunes,
longtemps après. Hein, il y en a qui ont maintenant atteint 30 ans, qui n'ont jamais réussi à décrocher un emploi pérenne alors qu'ils sont diplômés. On s'est dit, voilà, former, mais pourquoi se former et après, quoi. Je veux dire, il y a aussi un besoin d'accompagnement spécifique dans l'emploi, durable, et ça manque encore, hein, même avec les services de Cap Emploi qui n'ont pas la capacité d'intervention, de réactivité, parce qu'ils ont une charge de travail beaucoup trop importante, hein, tout simplement. C'est pas parce qu'ils ne font pas bien leur travail, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire, et ce qui nécessiterait vraiment une réflexion particulière par rapport à un accompagnement durable pour pérenniser l'emploi. Bien, merci. Une dernière question. Sarah est présent partout sur le territoire national? Non. Alors, c'est quand la loi de 2005 c'est un petit peu avant la loi de 2005, hein, quand on est né en 2003, mais la loi de 2005 était déjà largement en chantier, on en parlait beaucoup, et c'était par rapport à l'accès aux droits communs et à la sortie du milieu protégé et à l'inclusion scolaire et tout ça. Donc, on a fait le choix complètement de rentrer dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire droit commun, c'est-à-dire travailler et sensibiliser l'environnement à l'accueil des personnes handicapées et non pas adapter les personnes handicapées à l'environnement. Et c'est donc pour ça qu'on a créé un service qui était un peu différent de ce qui se faisait ailleurs, où il y avait un peu des poursuites de filières, si vous voulez. On mettait des classes pour handicapés dans les CFA, où on allongeait la durée de formation, etc. C'était ça au départ. Nous, on a vraiment fait le choix de mettre les jeunes en situation de formation comme n'importe quel autre apprenti et de lui apporter les adaptations dont il a besoin, que ce soit en soutien scolaire, hein, c'est 80% de nos interventions, c'est du soutien scolaire, qu'en termes d'intégration dans l'entreprise, de sensibilisation de l'environnement, etc., etc. Mais le choix, dans les autres régions, c'est très variable. Il y a d'autres services qui sont un peu équivalents aux nôtres, on ne les appelle pas des SARA, mais des SACA. Pas de notre faute, c'est moins beau, hein, mais ils n'ont pas voulu entendre ça. C'est moins joli, ouais. C'est moins joli. Et les autres dispositifs sont plus de type CFA spécialisé et tout ça. Mais c'est vrai qu'on est parmi les derniers nés de ces dispositifs et qu'il n'en existe pas dans toutes les régions de France. Si vous souhaitez voir s'il en existe dans vos régions ou comment ils travaillent, il y a un site qui est le site du 2APH tout simplement, qui regroupe, il y a un annuaire de tous les services qui font l'accompagnement des apprentis handicapés en France. Très bien, merci Norbert Briand. Alors, on va passer la parole à Christian Grappin qui va nous présenter Tremplin dans sa spécificité. Et on va mettre 2 micros parce que... Voilà, 2 micros. Je suis très impressionné. Voilà, Christian. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nouveau à l'ADAPT d'avoir convié Tremplin à cette jolie conférence de clôture. Monsieur Briand, si jamais j'utilise des mots qui ne vous conviennent pas, faites-moi la liste et puis vous me donnerez la copie à la fin. J'essaierai de me corriger. C'est mes problèmes avec ça. Ah oui, alors là, il y a la zapette aussi. Très bien. Alors, ce matin, Evelyne Gerbhardt disait « Il ne suffit pas d'établir des lois, il faut agir pour les réaliser ». Eh bien, c'est comme ça que Tremplin est né en 1992, parce qu'en France, il y avait eu la loi de 1987, première loi d'obligation d'emploi des personnes handicapées, et que des entreprises voulant la mettre en œuvre se sont heurtées au point que vous avez encore soulevé, et qui a déjà été soulevé ce matin, au problème de la qualification. Ces entreprises, elles étaient 4, se sont regroupées et ont créé leur propre association, ça marche très bien, qui est Tremplin, qui est une association de loi 1901 à but non lucratif, et je rajoute toujours sans aucune activité marchande, on ne fait pas de prestations. Nous nous adressons à des lycéens et à des jeunes, donc on est bien en amont de l'insertion professionnelle, c'est ce qu'ont compris les entreprises, en disant il faut s'intéresser aujourd'hui aux jeunes que nous intégrerons, non pas demain, non pas après-demain, mais après-demain. L'objectif voulu par les entreprises, c'était par rapport à ces jeunes, d'une part, de contribuer au développement du niveau de leur qualification, et d'autre part, et dans ce même temps, de contribuer aussi au développement de leur expérience professionnelle. Et le tout était inscrit dans une dynamique inclusive entre le monde des études et le monde des entreprises. Alors, ce matin aussi, Yana Ludvinek qui disait,
qui remarquait une certaine réticence des employeurs qui ne souhaitent pas donner leur chance aux personnes handicapées. Aujourd'hui, Tremplin, c'est un réseau de plus de 200 entreprises et manifestement, si elles sont chez Tremplin, c'est qu'elles souhaitent donner leur chance aux jeunes que nous accompagnons. On n'est pas contraint, on a le droit de ne pas être chez Tremplin. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est facile et ça ne veut pas dire qu'elles y arrivent. Néanmoins, elles sont plus de 200. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un réseau de grandes entreprises initialement, mais aussi aujourd'hui de moyennes et de petites entreprises. Parce qu'on sait très bien la vitalité qu'ont les moyennes et petites entreprises, et on sait aussi que les moyennes et petites entreprises n'ont pas toujours la capacité qu'ont les grandes à œuvrer dans ce champ du handicap. Donc quand on est une association, il est légitime aussi qu'on se tourne vers les entreprises qui ont moins de moyens, ou moins de capacités humaines ou financières pour intervenir. Alors là, vous avez leurs différents domaines d'intervention, leurs différents domaines d'activité. Alors, qu'est-ce qu'est Tremplin? Mais Tremplin, c'est une interface qui agit entre deux univers, deux personnalités au pluriel, celle des jeunes en situation de handicap, et puis il faut les prendre dans cet ordre-là, ils sont d'abord jeunes, comme tous les jeunes, et donc confrontés aux mêmes difficultés d'orientation, d'études, de contact avec les entreprises, et puis il y a en plus le handicap, et puis le monde des entreprises. Alors on ne veut pas vraiment être un pont entre ces deux mondes, parce que quand on est un pont, ça veut dire que la valeur ajoutée est là parce que justement les rives sont éloignées. Et donc le pont a toute son utilité. Plus les rives sont loin, plus le pont a de la valeur ajoutée. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut être. Ce qu'on veut être, c'est plutôt rapprocher les rives l'un à l'autre pour qu'ensuite, sans tremplin, ils puissent passer d'une rive à l'autre très facilement. Alors, ce n'est pas gagné, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est la volonté que nous avons. Alors, pour approcher ces rives, comment travaillons-nous? C'est simple. On a des actions qui sont nos outils. Nous aussi, on n'est qu'un outil, à vrai dire, mais ce sont des actions que j'appelle d'inclusion réciproque. Pourquoi d'inclusion réciproque? Parce que dans notre activité, à vrai dire, on a deux publics. On a le public des jeunes handicapés que nous accompagnons, ça paraît évident, et on a le public des entreprises que nous accompagnons aussi. Et quand on parle d'action d'inclusion réciproque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche à ce que le jeune inclut le monde du travail dans son devenir, terme qui a été utilisé ce matin, mais on cherche aussi à ce que l'entreprise inclue le handicap également dans son devenir. Voilà pourquoi, à travers chaque action, il y a le recto et il y a le verso. Il y a ce qu'apporte l'action. Alors, vous les avez là, c'est le stage, c'est le job d'été, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein. C'est l'apprentissage, important. C'est également les CDD, et on va ainsi jusqu'au premier emploi. Et donc, à chaque fois, l'action va être utile tant aux jeunes qu'à l'entreprise. Comment aborde-t-on cette action-là? Eh bien, d'abord, on définit un projet, et c'est ce que disait tout à l'heure M. Honner, c'est-à-dire que nous, on a d'abord affaire à un jeune, et on voit le jeune avant de voir sa déficience. On voit ses potentiels avant de voir ses limites, et puis surtout, on voit ses aspirations avant de voir ses freins. En gros, on ne cherche surtout pas à le réduire à son handicap, et c'est la démarche aussi que nous avons vis-à-vis de nos entreprises, qu'elles ne réduisent pas ce jeune à son handicap. Donc, on travaille son projet. À partir de là, on essaye d'élaborer une action. C'est cette action-là que l'on propose à nos entreprises, parce qu'il faut accompagner l'entreprise dans la compréhension de l'action. Lorsque une entreprise accueille ce jeune, eh bien, on aide à son accueil. Mais évidemment, c'est dans le quotidien de l'accueil que tout va se jouer. Donc, surtout, nous n'abandonnons pas l'entreprise ni le jeune. Nous faisons un suivi pendant toute la période de la présence du jeune en entreprise, même si c'est un contrat d'alternance de 2 ans. Il n'y a pas de raison. À la rigueur, il faut encore être plus présent. Et puis, nous faisons un bilan. Alors, de la même façon, ce bilan sert aux jeunes que nous accompagnons, mais il sert aussi à l'entreprise que nous accompagnons. Parce que l'entreprise, à vrai dire, c'est rien. L'entreprise, ce sont les hommes et les femmes qui vont ouvrir leur département, leurs activités. Et une fois que c'est fini, eh bien, on avance. Étape suivante, next step.
quel est le projet suivant du jeune, et c'est pour ça qu'on parle du jeune en devenir. Alors, je vous l'ai dit, le jeune, on le considère dans sa globalité et pas que dans son handicap. Donc, il est reçu, il est suivi à chaque fois individuellement. On parle de son projet académique d'études, de son projet professionnel et de son handicap. Et c'est ça qui nous permet de construire au mieux l'action dans le champ professionnel. On a d'autres événements auxquels Karamba a participé d'ailleurs, et auxquels il participe encore. Je crois qu'en bas, que là, vous allez vous immerger 5 jours de suite dans des entreprises. Bon, donc vous voyez, on encourage vraiment cette immersion, et j'insiste, cette immersion réciproque. C'est important, ça veut dire qu'il y a 5 entreprises qui vont ouvrir leurs portes à Karamba et qu'il faut aussi accompagner. Bon, quelques chiffres, je crois que vous aurez la présentation, donc je ne les passe pas en revue. Je voudrais juste m'arrêter sur ce camembert que vous voyez. Chez Tremplin, nous suivons les jeunes, ça vous l'avez compris, 15% d'entre eux préparent un bac, général, technique ou professionnel. 25% préparent un bac plus 2, 30% un bac plus 3, 30% un bac plus 4, plus 5, même au-delà, puisque nous accompagnons 2 doctorants. Alors ça, c'est la vision statique. Ce qui nous intéresse, nous, chez Tremplin, c'est la vision dynamique de ces chiffres. C'est, entre autres, de dire qu'aujourd'hui, parmi les jeunes qui sont en bac plus 4, plus 5, c'est 15% d'entre eux qui sont venus chez Tremplin au niveau du bac. Et le travail que nous faisons avec nos entreprises, c'est celui-ci, c'est de permettre à un jeune d'avancer dans son parcours de formation. Alors, on m'a demandé aussi de parler de notre engagement européen. Alors, très vite. Très vite. Alors, notre engagement européen, eh bien, nous l'avons eu. Je suis désolé, il est parti. J'aurais eu comme ça une conscience scientifique qui me surveillerait, mais il n'est pas là. Serge Ebersol nous avait contactés par l'intermédiaire de l'INSHEA. Nous avons participé à un projet Leonardo sur la transition vers l'emploi. L'idée était de concevoir, d'expérimenter une méthodologie pour l'ensemble des universités et des étudiants handicapés dans l'Union européenne pour les accompagner dans leur dernière année d'études. Si l'INSHEA a fait appel à nous, c'est justement sur ce côté très opérationnel de mobiliser les entreprises pour accompagner des jeunes. Ce projet était parti, c'était un transfert d'innovation, comme on dit dans le jargon. C'était parti de l'université d'Aarhus. C'était dans une démarche de co-construction, université, étudiants, entreprises. Et puis, c'était surtout à adapter à chaque pays, parce qu'on sait très bien qu'au niveau du handicap, il y a beaucoup de différences entre les différents pays européens. Il y avait une multitude d'acteurs. Entre autres, grande nouveauté, c'était les acteurs entreprises que nous avons mobilisés, mais que l'INSHEA a aussi à mobiliser. L'idée était de concevoir cette transition vers l'emploi dans le cadre d'une synergie d'acteurs, 3 acteurs majeurs, les étudiants ou les étudiantes handicapés, les référents professionnels qui étaient chez les employeurs, il y avait des employeurs privés ou publics, et puis les chargés d'accueil universités. Toute une série d'outils a été constituée. Je vous renvoie au site de l'INSHEA. Tous ces outils sont sur leur site. Un guide d'évaluation, des formations, un guide d'accompagnement, une charte d'engagement, des entretiens. Alors, c'était la partie intéressante, justement, dans la co-construction. Un référent professionnel recevait au moins 4 fois l'étudiant dans son parcours. Je vois les sourcils qui se dressent. Et puis, enfin, une feuille de route. Merci. Je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup. Désolé d'avoir certainement dépassé le temps. Non, ça va. Merci, Christian. Alors, avant de passer la parole à Patricia, Karamba voulait dire effectivement un petit mot à propos de Tremplin. Donc, je voulais rajouter un petit peu ce que M. Grappin a dit, puisque moi, je suis aussi suivi chez Tremplin. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi, donc d'aller vers ces entreprises, vu que, comme il a expliqué, le suivi du jeune et des entreprises, c'est du début jusqu'à la fin. Et donc, moi, ça aide beaucoup les jeunes. Et les entreprises aussi, ils sont plus réceptifs, ils nous accueillent. Voilà, avec
plus de compréhension et ça nous permet d'en tirer de très très grands profits. Et c'est une très bonne association qui fonctionne bien. Et puis comme il a expliqué, donc c'est 5 jours, un jour à métier qui sont actuellement. J'ai déjà vu 3 entreprises et j'ai 2 autres entreprises à voir dans les semaines à venir. Très bien, en tout cas, merci. Je pense que ça sert beaucoup en image, ça met en image le discours de Christian. Donc je vais passer maintenant la parole à Patricia Scherer qui va se présenter aussi sa fonction qui est originale puisque c'est pas partout qu'on a la chance d'avoir une chargée des relations européennes et internationales, je crois. Et puis présenter donc les 2 projets européens que vous avez conduits. Merci. D'accord. Alors tout d'abord, je veux m'excuser, bien que je me débrouille en français devant un public comme ça grande et honorable, je préférais quand même de parler dans ma deuxième langue maternelle, l'anglais, qui me met plus à l'aise. So I'm going to continue in English, if that's okay. As you've just been told, my role is I'm the European Relations Coordinator of FIGAPI. FIGAPI is the French Association of Employers and Service Providers for People with Disabilities here in France. It is an unusual, very unusual role, and the board of FIGAPI and the president, they were so visionary to realize that France is a member state of the European Union and that it's great to exchange good practices. So what I do is I look for good examples in other countries, and I try to organize exchanges for our members so they can see what's going on beyond the borders of France and hopefully to improve practices and services for people with disabilities here in France. They were also very courageous because they employed a German woman speaking English and not perfect French. So that's what I do. I want to present to you a project we conducted as part of the Leonardo da Vinci program in 2011 to 2013. It ended this summer. We are looking into a continuation. And it aimed at encouraging the mobility of people with intellectual disabilities, with learning disabilities, and to increase their employability in the labor market. We worked together with El Pendu in Italy, GVV in Germany, ADAPI de Barin, which was already mentioned today, in France, and Guriac in Spain. We worked in the catering and restaurant sector, and especially around people working as kitchen helps and in the service. And before I speak too long, I have brought you a little film, and I will let the participants tell you how they like this film, how they like this project. C'est bon, merci. Oh. À l'université de San Sébastien, je faisais du débarrassage de table, je mettais tout sur un chariot, je nettoyais les tables et tout, et quand le chariot devenait trop lourd, je l'amenais aux cuisines. On a travaillé dans une cafétéria. J'ai débarrassé des plateaux. Je remplissais les carafes d'eau avec mon collègue Miguel, l'espagnol. Il ne parlait pas espagnol et lui, il ne parlait pas français. Alors, donc, on a parlé avec le langage des mains. J'en connais qu'une. Ouais, ça m'a fait plaisir de la revoir. Je leur ai appris des choses. Au service, à la plonge.
que igual trabajan un poco más despacio y allí trabajas más rápido. Y no sé. Y aquí hay menos trabajo y así. Pues sí, le echan muchos condimentos distintos, muchos aceites y así. En trabajo de camarero y aquí he venido a probar una nueva experiencia de cocinero. Bueno, qué rápido trabajar. J'ai travaillé avec les deux qui sont venus. Je ne me rappelle plus leur nom, mais j'ai travaillé ce matin. On a fait des boulettes de mouton avec la sauce de tomate. Et ça s'est très très bien passé. Pues que hay que preparar más cosas y hay que tener más cuidado con la higiene y todo eso. Yo trabajo como cocinero en San Sebastián, pero trabajo para 50 personas. Y he venido aquí y aquí hacen comida para 1800. Mucha gente y aparte va muy rápido. Y no tenía conductor, ¿eh? Iba solo. Ay. J'aimerais y retourner pour apprendre à mettre davantage en place ce que j'ai appris au bistrot La Goulue. Pues aparte que te lo pasas bien, conoces gente, distintos países, no sé. Experiencia buena te llevas. J'ai bien aimé travailler avec eux. En Espagne là-bas aussi ça m'a plu. J'aimerais bien un jour y retourner. C'est dans mon projet déjà. So as you saw, people with intellectual disabilities had the chance to go and visit another country and work in the professional environment in another country for about a week. So the French went to Spain, to Italy, the Germans came to France, etc. I'd like to show you a bit. After this project, we obviously asked the people with the intellectual disabilities, the participants, what they felt, what skills they had improved. And I have a little PowerPoint presentation that shows what they said. And if you look actually at the last 4 columns, you will see that especially the social skills improved. So communication, to be able to adapt to new circumstances, to learn these were the skills that they mentioned. So not so much the technical skills, hygiene, how to cut carrots or meat. Every chef will tell you that that's art, actually. But the social skills improved. And we also asked their monitors what they felt, which skills improved. So, est-ce que vous pourriez avancer pour moi? Here also you can see that actually, especially in the end, the social skills, the soft skills, improved. Now, during the project, we also had the chance to speak to employers in the open labor market, in the restaurant and catering sector, and we realized that the transferable skills, these soft skills, were really, really important. So not just do we want to continue handy skills, we asked for another little European money, also Grundtvig money, to actually work on how we can increase the soft skills of people with disabilities, so their communication skills, their abilities to work in a team, because these are skills that will not only help them find a job, they will help them work in a team, they will help them maintain a job, and maybe also to find a new job if that is necessary. So at the moment we are now working with Reveljen in Sweden, and again Goriac, who have been a very reliable partner in the Handy Skills project, to find out, to pilot training for people with intellectual disabilities on their soft skills. And I hope that will help to increase their employability in the open labor market. So I want to thank ADAPT for giving us the chance to present these 2 humble projects,
And yeah, thank you. Thank you. Bien, je suppose que comme on a un petit peu accumulé les retards, je vais remercier en tout cas, nous avons tenu nos temps à nous, donc merci à vous. Et comme dit Barack Obama, yes we can. Dominique Ledouce. Merci à tous.